Le 10 mars 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Premier de Cordée, sous le titre La roche et le glacier. Notons que Raymond Bordery, directeur de production de Premier de Cordée, avait été également celui du film Je suis avec toi. Or, ce film avait été très mal accueilli par la nouvelle vague des jeunes réalisateurs. François Vineuil, à la tête de la critique parisienne, s'était bien sûr joint à cette cabale. À titre de représailles, Raymond Bordery interdira aux critiques parisiens de voir Premier de Cordée en avant-première. Ce n'est donc qu'à la suite d'une projection publique que François Vineuil peut écrire son article. Texte intégral. Premier de Cordée est le titre du livre de Roger Frison-Roche. Premier de Cordée est en effet dans sa catégorie un excellent bouquin qui du reste ne compte plus ses lecteurs. Son héros, Pierre Servetaz, est fils d'un célèbre guide chamoniard et n'a lui-même d'autre amour que la montagne, d'autre ambition que de devenir guide. Son père, victime de l'imprudence d'un client, est tué par la foudre pendant qu'il essayait de redescendre des drues en plein orage. Son cadavre gît sur un rocher réputé inaccessible. En s'efforçant de l'atteindre avec une caravane de secours, Pierre fait une chute grave. Il a une fracture du crâne. Il guérit rapidement, mais les médecins l'ont averti qu'il aura désormais le vertige en haute montagne. Il en fait bientôt la pénible expérience. Adieu les glaciers et les aiguilles. Pierre ne peut plus être guide. Il traîne plusieurs mois une existence désenchantée. Mais il songe à l'exemple de son ami Georges, qui eut les pieds gelés en sauvant le client de son père, a subi des amputations partielles, et refait pourtant du rocher avec des brodequins orthopédiques. Tant pis, le vertige tuera Pierre, ou Pierre vaincra le vertige. Il en triomphe grâce à sa persévérance et son courage. Il sera guide lui aussi. Il est impossible de ne pas lire d'un trait, quand on l'a commencé, cette histoire pathétique racontée dans un mouvement excellent, avec tous les accents de la vérité. On se dit en fermant le livre « Ah ben voilà un scénario tout cuit ». On attendait donc, avec impatience et sympathie, le Premier de Cordée de Louis Daquin, qui est bien, par sa robuste nature, sa réputation d'artisan scrupuleux, l'homme par excellence de ces sujets-là. Notre attente, il me semble que c'est le sentiment général, a été quelque peu déçue. Je voudrais tenter d'en chercher les raisons. On constate d'abord que Daquin et ses collaborateurs ont renversé la donnée du récit. Le père Servetaz meurt dans la dernière partie du film, et c'est en montant chercher son corps que Pierre maîtrise le vertige. Pour une fois, se dit-on, où un écrivain avait conçu un bouquin vraiment cinématographique, était-ce bien la peine de le triturer? La décision de Daquin se justifie cependant par le désir de ménager, jusqu'à l'épilogue, une progression dramatique. Mais cette progression demeure bien plus forte dans le livre, avec d'autres péripéties et une fin moins spectaculaire. Le cinéma est loin d'atteindre cette fois à la vitesse et à la vigueur du bouquin. Son scénario transforme les situations et les caractères, surtout pour les affaiblir. Chez Frison-Roche, la mort de son père et son accident détruisent la destinée naturelle du jeune Servetaz. Chez Daquin, sa vocation, pour touchante qu'elle soit, relève davantage d'un certain dilettantisme. Son sort est loin de nous émouvoir au même degré. L'hostilité de sa famille à ses goûts, ses inquiétudes sentimentales, bien que sobrement indiquées, dispersent l'attention et demeurent assez conventionnelles. Louis Daquin n'a guère été servi par les circonstances dans son travail. Pierre Servetaz devait être joué par Pigault, l'intendant de Douce. Il s'est cassé la jambe au cours des premières prises de vue, et il a été remplacé à l'improviste par le jeune André Le Gall, que nous venons de voir dans l'Antigone d'Anouilh, et qui n'avait jamais fait ni de cinéma ni de montagne. Le Gall mérite des félicitations pour la crânerie
et le talent dont il a fait preuve dans ce pas difficile, et j'espère pour lui que le cinéma s'en souviendra. Mais son physique juvénile et fin n'a point simplifié sa tâche. Ce joli garçon blond et aux mains délicates semble bien en effet, comme le veut son père, destiné à l'hôtellerie élégante plutôt qu'au rude métier de chef de cordée. Les efforts, la persévérance de ce jeune homme en prennent une nouvelle beauté, mais c'est une autre histoire que celle qui se déroule devant nos yeux. Le personnage de Georges, le porteur aux pieds gelés, a été dédoublé et disloqué du même coup. On avait à mettre en scène un magnifique héros qui sauve le client de son guide au prix d'effroyables souffrances, puis parvient, comme on l'a vu, à vaincre l'infirmité dont il a payé son courage. Dans le film, Georges a les pieds gelés au cours d'une excursion banale et qui n'est pas décrite. Le sauvetage du client est dévolu à un autre chamoniard. Là encore, le réalisateur a joué de malchance. Le Vigan devait incarner l'alpiniste amateur qui devient un demi-fou dans l'infernale descente. Mais il a été pris par un autre engagement avant que le baromètre ait permis de se risquer sur les sommets. Il a fallu sacrifier la moitié de l'épisode, ce qui est dommage, car Roger Blin, en guide, y est excellent. Cependant, toutes ces circonstances atténuantes n'empêchent point que le film ait un défaut essentiel. Encore une fois, nous constatons qu'un sujet n'a pas été suffisamment repensé pour le cinéma. Ce sujet était certainement moins facile à traiter qu'on pourrait le croire en refermant le livre. La majesté de la montagne, les peines et les joies que réserve une ascension, même modeste, trompent souvent le cinéaste. La différence d'optique entre la réalité et la salle obscure est considérable. D'autre part, comment traduire à l'écran les affres d'une nuit de tempête et de glace à 4000 mètres d'altitude? Cependant, rien de cela ne serait probablement impossible. Daquin a voulu s'en tenir à une scrupuleuse objectivité. Je crois que certains trucages auraient été plus suggestifs, plus saisissants. D'autre part, sans prétendre à pousser très loin l'analyse de cœurs qui sont d'ailleurs fort simples, Frison Roche a fait de son roman un drame aussi moral que physique. Le cinéma demeure beaucoup plus superficiel. Il use d'agents extérieurs, comme l'amour d'Aline pour Pierre. Tout en remaniant le sujet, on s'en est tenu à des solutions de facilité. On insère dans le livre des illustrations détachées, fragmentaires. On sait que les films, conçus selon cette manière assez primitive, possèdent rarement une vie, un rythme qui leur soit propre. Quelques détails encore. Il me semble que le grand vertige est une sensation aussi intérieure qu'oculaire, beaucoup plus complexe que l'embrouillement et la danse des images par quoi on le traduit ici. Certaines erreurs de découpage sont manifestes. Dans sa première tentative après l'accident, le jeune Pierre est saisi de vertige au milieu d'une paroi. On croit qu'il a surmonté son malaise. Nous n'avons pas réellement vécu ce malaise avec lui. Il fallait que la défaite de Pierre fût manifeste, qu'il redescendit ou fût terrassé dans un passage facile. L'interprétation appellerait aussi bien des réserves. Elle est peu homogène. Marcel Delettre, Lucien Blondeau incarnent de façon très vraisemblable les vieux guides. Blondeau campe même un fort beau et digne Servetaz. Mais la jeunesse montagnarde qui entoure ces anciens évoque trop souvent le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le café de Flore et des Deux Magots transportés en face du Mont Blanc. Irène Corday, qui fut charmante et émouvante dans le gros mélo des ailes blanches, ne trouve guère l'emploi de sa sensibilité dans le rôle monocorde et figé d'Aline. On en dira autant pour Maurice Baquet, pour Yves Furet, qui a cependant fait de louables progrès depuis l'année 1939 où on le voyait débuter bien laborieusement au conservatoire. Jean Davy, lui aussi, est à peine utilisé. Toutefois, ces images ajoutées au roman de Frison Roche sont belles, en partie grâce à un des meilleurs opérateurs français, Agostini, capable de voir en artiste les Alpes
comme le cloître des anges du péché. Si le lyrisme et le pathétique de la montagne ne sont point passés dans cette illustration, du moins y retrouve-t-on son air, sa lumière, ses glorieuses perspectives. Et la dernière partie du film, dans sa simplicité quasi documentaire, restitue bien la victoire de la volonté sur la nature farouche. Grâce à l'obligeance de Madame Jacoupi et de la société de l'Écran français, coproductrice de l'œuvre, j'ai pu voir Premier de cordée au milieu d'une salle d'étudiants. La nostalgie de la montagne nous avait tous saisis, depuis les skieurs et les rochassiers à toute épreuve, jusqu'au journaliste qui ne s'est guère risqué au-delà de 3000 mètres, mais a tout de même failli se rompre le col, naguère, en essayant tout seul, avec une ridicule inconscience, l'étendard des Grandes Rousses, qu'il n'a d'ailleurs point gravi. Daquin a bien fait de réaliser son film, quand ce n'eût été que pour réveiller en nous ces sensations salubres. Si sa réussite est incomplète, c'est que nous avons trop perdu, en France, l'habitude du cinéma de grand air et de son style. On aimerait que Premier de cordée rouvrît cette voie. Le public montre, par l'accueil qu'il fait à ce film, que, lui aussi, s'évaderait volontiers des studios. Il y a 2 ou 3 idées fort jolies dans la partition d'Henri Sauguet.